Est-ce que vous connaissez Pokémon? Enfin, quelle question, bien sûr que vous connaissez Pokémon. Peu importe votre âge, vos origines, vos centres d'intérêt, vous avez forcément déjà vu ou entendu au moins une fois. Et c'est même à se demander d'où vient vraiment cette licence. Donc aujourd'hui, on va se poser des questions. Qu'est-ce que c'est Pokémon? Comment ça a évolué et aujourd'hui, où est-ce qu'on en est au final? Pour les nombreux qui ne me connaissent pas encore, salut, moi c'est Swearzwaller et ici, on parle de jeux vidéo. Notre histoire commence chez le jeune Satoshi Tajiri, au Japon, à Tokyo. Satoshi, c'est un gamin qui adore la nature, les animaux en règle générale, mais surtout, il aime par-dessus tout les insectes. Il fait d'ailleurs des collections entières d'insectes, et c'est de là que va lui venir le surnom Docteur Insecte parmi ses camarades de classe. Et puisqu'on parle de ses camarades de classe, il faut savoir un truc sur Satoshi, c'est qu'il n'aime pas l'école. C'est vraiment pas un endroit où il passe de bons moments, et du coup il va consacrer la plupart de son temps scolaire à son autre passion, les jeux vidéo. Il va passer des heures et des heures dans des salles d'arcade au lieu d'aller en cours, ce qui va lui valoir quelques petits problèmes scolaires, mais ça sera rattrapé grâce à des cours de soutien, et au final il aura bien son diplôme de fin d'études. Après ses études, en 1981, Satoshi décide de créer Game Freak. Mais c'était pas exactement le Game Freak qu'on connaît aujourd'hui. À l'époque, Game Freak c'était un fanzine, un magazine fait par des fans pour les fans. Dedans, il va surtout parler des sorties récentes, en faire des critiques, mais également donner des stratégies pour les jeux de l'époque, parce qu'ils étaient quand même vachement durs, et parler notamment des easter eggs qu'on pouvait trouver dedans. Et donc c'est grâce à ça qu'il va rencontrer Ken Sugimori, l'illustrateur de tous les artworks de Pokémon, et également l'illustrateur du magazine Game Freak. Et du coup, ensemble, ils vont faire un constat. Les jeux de l'époque, ils manquent de qualité. Et comme on n'est jamais mieux servi que par soi-même, ils vont décider de créer leur premier jeu, ensemble, qui s'appellera Mendel Palace, ou Quinty en japonais. Et c'est comme ça que démarre l'aventure de Game Freak telle qu'on les connaît aujourd'hui. Au fil du temps, les deux vont développer quelques jeux, une douzaine à peu près, et il vient un moment où ils vont tomber sur la Game Boy. Et à ce moment-là, Satoshi Tajiri, il se dit « Mais attends, on peut connecter les Game Boy entre elles. Donc pourquoi on pourrait pas échanger des choses entre les Game Boy? Au lieu de tout simplement faire des compétitions de Tetris, on pourrait faire quelque chose de plus grand. » Et c'est là que notre bonhomme repense à ses insectes, et tout à coup il se dit « Mais j'ai une idée !» Donc avec Sugimori, ils vont conceptualiser le projet, et ils vont présenter tout ça à nul autre que Nintendo eux-mêmes. Pour être honnête, Big N ils comprennent pas grand chose à leur projet, mais comme ils ont fait une douzaine de jeux derrière, ils disent « Bon, ils ont de l'expérience, on va leur faire confiance. » C'est alors que commence le développement de Pokémon Rouge et Vert. Le développement a duré 6 ans et pendant ces années, tout s'est pas passé comme prévu. Game Freak a frôlé la faillite, 5 employés sont partis au milieu du projet et la plupart des employés restants étaient sous-payés parce que il n'y avait pas assez d'argent. Et même Satoshi devait vivre de ce que ses parents gagnaient parce qu'il ne prenait pas de salaire tout simplement. Mais fort heureusement, c'est là que Creatures Inc. fait son apparition. Alors Creatures Inc. c'est une entreprise qui aujourd'hui fait partie de la Pokémon Company, donc c'est un organisme composé de Nintendo, Game Freak et justement Creatures Inc. qui à l'époque a financé le jeu en échange d'un tiers des droits sur la licence Pokémon. Et donc au final, en 1996, Pokémon Rouge et Pokémon Vert sortent tous les deux au Japon. Le succès est immédiat, mais il faudra attendre l'année suivante, en 1997, pour que le phénomène explose réellement. Et ça, c'est dû notamment grâce à la sortie de l'anime, mais également grâce aux cartes Pokémon et aux mangas, qui sont sortis durant ce temps. Et fin 1997, on peut compter un total de plus de 4,5 millions de ventes des jeux Pokémon Rouge et Vert. Donc on peut parler d'un succès total. Le jeu a eu un tel succès qu'il a même dépassé les ventes de Final Fantasy VII, pour que vous vous rendiez compte. Et enfin, en 1999, le jeu arrive en Occident avec le nom Pokémon Rouge et Bleu. Je ne vais délibérément pas parler de Pokémon Jaune ni de Pocket Monsters Bleu parce que ce serait trop long à expliquer et que de toute façon c'est ma vidéo, d'accord? Tout ça pour dire que ça y est, Game Freak a lancé sa machine et maintenant on va voir ce que devient Pokémon au fil des ans. Donc, on est en 1999, Pokémon Rouge et Bleu vient de sortir en Occident, mais au Japon ils ont pas chômé puisqu'ils ont déjà sorti Pokémon Or et Argent, la deuxième génération de Pokémon. Et on peut dire que c'est probablement la génération la plus innovante à ce jour puisque c'est elle qui a apporté le plus de mécaniques qui sont restées dans les jeux suivants. Parmi elles, on peut compter le cycle jour-nuit, la reproduction, les objets tenus, les baies, les shiny, le bonheur, mais surtout ce qui fait la force de ce jeu, c'est le fait qu'on puisse retourner à Kanto, la région de la première génération de Pokémon. Ainsi, on a la sensation que le jeu double de taille juste après avoir fini la première partie, et ça a laissé une très bonne impression aux joueurs de l'époque. C'est donc sans surprise que Pokémon Ruby et Saphir connaît un grand succès avec plus de 4,4 millions de ventes dans les 6 premières semaines du lancement, parce que le jeu suivant son annoncement était très attendu par les fans. Et de la même manière, la promesse de l'arrivée du online avec la démocratisation d'internet, ainsi que la sortie d'une nouvelle console a provoqué beaucoup de hype autour de Diamant et Perle, qui n'a eu absolument aucun mal à sortir.
Et c'est dans ce contexte-là que commence le développement de Pokémon Noir et Blanc, 5e opus de la saga. Jusque-là, chaque jeu Pokémon apportait quelque chose. Chaque jeu Pokémon innovait, alors que là, on se retrouve sur un jeu qui sort sur une console où on a déjà eu un jeu Pokémon. Comment faire pour avoir un tout nouveau jeu? Comment faire pour avoir un jeu qui soit unique et intéressant? C'est la question que se pose Game Freak à ce moment-là, parce qu'ils ont peur de refaire un Diamant et Perle, et ils ont peur que le public ne voit que ça, une copie du jeu précédent. Et donc ils discutent, et au final ils se rendent compte que pour innover, la manière la plus simple c'était de reboot Pokémon, de recommencer tout à zéro. Donc ils prennent tout ce qu'ils ont construit, ils font table rase. Ils rajoutent 156 nouveaux Pokémon et aucun autre Pokémon n'est présent dans le jeu à moins d'avoir battu la Ligue Pokémon. En plus de ça, ils vont redéfinir le public cible de leur jeu. Premièrement, avant les personnages de Pokémon avaient tous 10 ans. Maintenant dans Pokémon Noir et Blanc ils en ont 14 et dans Noir et Blanc 2 ils en ont 16. On a également une histoire plus mature qui tourne presque sur des sujets politiques, questionnant d'abord le bien-être des Pokémon et surtout mettant en avant la dualité entre l'idéal et le réel. À ce moment-là, on aurait pu se dire que ce changement total de direction aurait pu tuer Pokémon, parce qu'on se retrouve avec quelque chose qu'on ne connaît pas, avec quelque chose de tout nouveau, et un renouvellement dans une licence peut faire très mal. Mais pour le coup, ça a très bien marché. Pokémon Noir et Blanc et par la suite Pokémon Noir et Blanc 2 sont deux jeux qui ont été extrêmement appréciés et considérés par certains comme les meilleurs jeux jamais sortis. Le premier opus de Pokémon Noir et Blanc a cumulé plus de 15 600 000 ventes et c'est considéré comme le point culminant de la saga. Et depuis Noir et Blanc 2, qu'est-ce qu'on a eu? On a eu Pokémon XY, on a eu Pokémon Soleil et Lune, Ultra Soleil et Ultra Lune, Pokémon Épée Bouclier et Pokémon Violet Écarlate. Et malheureusement, même si certains jeux étaient excellents, on n'a jamais atteint le niveau de Pokémon Noir et Blanc. Mais ça veut pas dire que tous les jeux Pokémon modernes sont à jeter, parce que chaque jeu Pokémon a quand même apporté sa petite touche de nouveauté. Si on prend Pokémon XY par exemple, eh bien c'est la première fois qu'on a un jeu qui est entièrement fait en 3D, que ce soit les décors, les sprites, tout a été fait en 3D. Et ça c'est une première avec Pokémon XY. Pokémon Soleil et Lune s'est retrouvé avec le même problème que Pokémon Noir et Blanc, c'est-à-dire comment on fait pour sortir un jeu sur une console qui a déjà vu un jeu Pokémon. Et là, au lieu de tout recommencer à zéro, parce que ça a quand même déjà été fait sur Pokémon Noir et Blanc, on va pas refaire exactement la même chose, et ils décident de changer un petit peu la formule, c'est-à-dire à la place des arènes, on va avoir les capitaines, on va avoir du coup les épreuves des capitaines, on va avoir des doyens pour chaque île d'Alola, et ça modifie un peu la formule classique et ça apporte un vent de fraîcheur sur la licence. Puis ensuite arrive Pokémon Ultra Soleil, Ultra Lune, qui apporte... On arrive ensuite sur Pokémon Épée et Bouclier, et je sais ce que vous allez dire. Pokémon Épée et Bouclier, ce n'est pas un jeu qui a apporté quoi que ce soit à la licence, mais j'aimerais vous contredire, parce que Pokémon Épée et Bouclier a apporté quelque chose qui est très important pour Pokémon, et c'est les raids Dynamax. Pokémon au départ c'est un jeu qui est là pour le partage, c'est un jeu qui est là parce que Satoshi Tajiri s'est dit que ça serait cool que les gamins puissent échanger des créatures dans la cour de récré. Donc quand Pokémon Épée Bouclier arrive avec un système qui te permet de faire des combats non pas contre les autres mais avec les autres, et là ça apporte quelque chose qui ne fait qu'amplifier l'aspect communautaire de Pokémon et qui ne fait qu'aider justement à cette tâche de rapprocher les gens les uns des autres. Et on peut noter que ça a assez bien marché parce que justement dans Pokémon Violet Écarlate on retrouve les raids Dynamax sous une autre forme, les raids Terra Crystal. Et puisqu'on parle de Pokémon Violet Écarlate, il faut noter que ce jeu-là aussi a apporté quelque chose à Pokémon qui changera le visage des jeux Pokémon à jamais. Et c'est la formule de l'open world. Pouvoir partir où on veut, pouvoir aller sur n'importe quelle route, dans n'importe quel endroit, à n'importe quel moment de l'aventure, ça change Pokémon. Ça apporte à Pokémon quelque chose de nouveau, quelque chose qui donne réellement l'impression de participer à une aventure et d'en être le héros. Malgré tout ça, Pokémon Violet Écarlate, c'est pas un très bon jeu. C'est un jeu qui n'est pas fini, parce que Game Freak n'avait pas assez de temps, Nintendo n'a pas laissé assez de temps à Game Freak pour terminer leur jeu, et ça donne un jeu qui est bien, avec de bonnes idées, mais qui n'est pas complet, qui n'est pas terminé, et ça c'est vraiment dommage. Avec ça on pourrait penser que Game Freak est sur la sellette, mais pas du tout, parce qu'ils ont trop d'argent pour ça. Ils ont Nintendo derrière, ils ont The Pokémon Company, et donc on peut pas faire tomber Pokémon. En plus de ça, Pokémon c'est tellement ancré dans la pop culture que Pikachu est presque aussi immortel que Mickey. Tout ce qu'on peut espérer, c'est une remontée de leur part, et on peut avoir de l'espoir avec le trailer de Pokémon Wind and Waves, qui est sorti il y a quelques mois maintenant. Dans tous les cas, j'aimerais connaître votre avis sur le sujet, donc n'hésitez pas à me le dire en commentaire, n'hésitez pas à me dire ce que vous avez pensé de la vidéo en commentaire également, n'hésitez surtout pas à liker la vidéo, à vous abonner également pour pas rater les prochaines, et je vous informe que j'ai créé un serveur Discord, dont le lien sera dans la description de la vidéo et sur la bio de la chaîne, donc voilà, n'hésitez pas à le rejoindre, ça fait plaisir, et puis voilà, je vous souhaite à très bientôt, ça se dit pas ça. Je vous souhaite une bonne journée. Je vous souhaite... Comment on conclut les vidéos? Enfin bref,